Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour cette quotidienne du 5 septembre. Au sommaire aujourd'hui, on s'intéresse à la protection des données. Depuis le 1er septembre, les entreprises suisses sont tenues de mieux protéger nos données personnelles. Qu'est-ce que ça veut dire et qui est concerné par cette nouvelle loi? On en parle avec Jonathan Cheffetel, développeur web pour Mediago. Ensuite, en plateau, on reviendra sur le conseil communal de Nyon. Retour avec notre spécialiste en politique, Florian Cavalleri. En sport, et à mes côtés, nous recevons Julien Echenard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué au sport associatif et populaire pour le canton de Vaud. Avec vous, on va parler de formation proposée gratuitement aux clubs sportifs. En gros, on apprend un club sportif à mieux gérer son club, c'est ça? C'est ça, c'est destiné aux membres de comité de ces clubs qui s'engagent pour l'énorme majorité bénévolement. Et puis, c'est le but de leur offrir des outils un peu pratiques pour les aider dans la gestion quotidienne de leur club. Très bien, à tout de suite. Merci beaucoup à vos côtés, Marion Gérenac. Bonjour, vous êtes artiste et aujourd'hui, j'ai envie de dire, vous faites partie de l'histoire avec un tableau commandé par Laurent Miéville, puisqu'une grande fête est organisée aujourd'hui en son honneur. Quel effet ça fait? Heureuse que ce tableau soit une raison de célébration et pas seulement un élément privé qui resterait caché derrière un mur. Et que c'est un tableau pour les autres, pour le peuple, pour qui aura plaisir à le regarder. Voilà. Un tableau qui fait partie de l'histoire et des traditions dans cette grande fête organisée aujourd'hui à Nyon et qui célèbre Laurent Miéville, premier citoyen du canton. De ton côté, Alexandre, que fais-tu aujourd'hui? Où es-tu? Regarde, Andrea, je peux pas mieux faire là. Niveau vue, c'est absolument incroyable. Tu la connais, cette plage des Trois Jetés. Je suis donc à Nyon et je suis sur la terrasse au-dessus du restaurant de la plage des Trois Jetés. Pourquoi? Parce que à cet endroit précis, il y aura une fête populaire organisée le 7 septembre, donc dans 2 jours. Et puis, cette fête, elle est organisée par la Fondation des Jumeaux. Et oui, après la disparition des 2 jumeaux pêcheurs de Sarzan, qui avaient l'habitude de pêcher ici dans le lac, la Fondation a œuvré pour rénover et puis garantir que cet endroit puisse être fréquenté par les touristes, par les Nyonnais, et puisse avoir surtout un cadre magnifique. Donc, qu'est-ce que c'est cette fête? Pourquoi cette fondation? Quelle est l'histoire des jumeaux? Je te raconte tout juste après. La Suisse s'est dotée d'une nouvelle législation pour mieux protéger les données de ses habitants. Depuis le 1er septembre, les entreprises suisses sont donc tenues de mieux protéger nos informations personnelles. On en parle avec vous, Jonathan Cheffetel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes développeur web pour Mediago. Alors concrètement, cette loi fédérale sur la protection des données, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça veut dire? En effet, cette nouvelle réglementation est rentrée en vigueur le 1er septembre. C'est une mise à jour qui impose des nouvelles obligations aux entreprises qui collectent et traitent des données personnelles sur Internet. Pour nous, pour les utilisateurs, qu'est-ce que ça change, cette nouvelle loi? Alors concrètement, Andrea, désormais, vous devez donner explicitement votre consentement pour l'utilisation et la collecte de vos données personnelles, notamment les formulaires de contact, l'inscription à des newsletters ou simplement l'acceptation des cookies. Oui, ça veut dire qu'on est tous concernés par cette loi. On peut prendre justement l'exemple concret du site internet de Nyon Région Télévision. Là, on voit gérer le consentement aux cookies. Donc, on est obligé d'accepter de donner nos données. Quelque part, c'est une obligation. Si on n'accepte pas ces cookies-là, ce consentement-là, on ne peut pas profiter du site de manière générale. Absolument. Désormais, ce formulaire de contact, afin d'être parfaitement conforme avec la nouvelle loi sur la protection des données, a été revu dans le but de demander explicitement l'accord pour la collecte des données lorsqu'on soumet le formulaire. Également, l'implémentation d'une bannière de consentement en ce qui concerne la gestion des cookies. Si les entreprises ne respectent pas cette loi, qu'est-ce qu'elles risquent, Jonathan ? Les entreprises qui ne respectent pas la nouvelle loi sur la protection des données s'exposent à des amendes pouvant aller jusqu'à 250 000 francs. Du coup, ça veut dire que j'imagine que vos téléphones n'arrêtent pas de sonner. Plusieurs entreprises que vous avez accompagnées, comment vous faites concrètement? Alors concrètement, nous avons une approche premièrement basée sur l'audit. Nous allons mettre en lumière les points conformes, les points non conformes, ainsi que des solutions d'amélioration pour une mise en conformité totale. Cette nouvelle loi, est-ce que c'est finalement une manière de mieux se protéger contre les cyberattaques, Jonathan? Tout à fait. Avec l'évolution des nouvelles technologies, cette nouvelle loi sur la protection des données renforce la sécurité de celle-ci. C'était crucial de réviser et de mettre en place des nouveaux process de chiffrement des données, par exemple,
qui permettent de maximiser la sécurité des informations des utilisateurs sur Internet. Et le meilleur conseil qu'on puisse donner, j'imagine, Jonathan, c'est de faire appel à des professionnels pour se faire aiguiller. Tout à fait, Andrea. Je pense que passer par des solutions techniques, l'implémentation de ces solutions nécessite l'aide de professionnels pour s'assurer d'une conformité totale et exemplaire vis-à-vis de la nouvelle loi sur la protection des données. Jonathan Seffetel, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Vous êtes développeur web pour Mediago. On était ravis d'avoir tous ces conseils. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, Andrea. Retour sur le conseil communal de Nyon. Votre compagnie, Florian Cavalieri, vous êtes notre spécialiste en politique. Il y avait de quoi faire hier soir, plusieurs décisions prises sur les rapports de commission. Tout d'abord, j'aimerais parler du nouveau règlement communal du personnel qui a enfin été validé. Oui, c'est un menu copieux qui attendait les conseillers au conseil communal d'hier soir et effectivement, on peut parler de jour historique puisque le nouveau règlement du personnel a été accepté par 86 oui, 2 non et 3 abstentions. Il remplace le statut du personnel qui était en place depuis 1965. Et un vote qui a été fait sous le regard des chefs de service qui étaient présents et qui avaient plaisir à assister à ce conseil. On avait l'impression. Le débat, il a notamment eu lieu du côté des lignes directrices 2030. On peut quasiment dire que c'était un clivage entre la gauche et la droite qui n'étaient pas tout à fait d'accord sur l'engagement des 19 emplois plein temps. Effectivement, vous l'avez dit, le but de ces lignes directrices, c'était de fixer un calendrier d'embauche jusqu'en 2030 et l'engagement de 19 équivalents plein temps pour garnir les rangs de l'administration nyonnaise. Or, depuis 2012 et le refus par le conseil communal du budget, tout engagement doit se faire par voie de préavis, alors que traditionnellement, ces engagements se font annuellement par voie budgétaire. Voilà pour le contexte. Il y a carrément eu un vote nominal. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, un vote nominal, ça signifie, et là je vais vous lire l'article du règlement du conseil communal. Donc, le vote nominal est défini dans le chapitre 5, article 84 de ce règlement, et il a lieu à la demande d'un conseiller appuyé par 1/5 des membres du conseil. Le résultat du vote est consigné dans le procès-verbal de la séance. Cela veut dire que les votes sont donc publics et on peut savoir qui a voté quoi. Et ça peut déranger quelquefois. Un autre projet, c'est le projet d'étude à la gare de Nyon de 500 000 francs. Une étude pour un potentiel élargissement du passage sous gare. En gros, il était question de savoir si on voulait élargir ou pas ce passage sous voie. Mais pourquoi cette volonté de la municipalité ? Eh bien, la municipalité s'est joint, a pris le train en marche, comme il a été dit par un joli jeu de mots plusieurs fois lors de cette séance. Le but, alors, les CFF vont revoir entièrement les quais et puis toute l'infrastructure de cette gare CFF. Pour la municipalité, il s'agissait de savoir si le passage inférieur pouvait être élargi à 16 mètres ou à 23 mètres. Il est de 8 mètres actuellement. L'objectif pouvait être d'y installer une piste cyclable. Et là, c'était un moment particulier dans ce match qui a été joué parce qu'au moment du vote, statu quo, égalitaire du côté du oui et du non. Il y avait également des abstentions. Et puis, c'est le président du conseil qui a dû trancher. Exactement, puisqu'en cas d'égalité dans les votes, le président du conseil tranche. Or, le président était PLR, on était dans un combat gauche-droite. Il a donc fait pencher la balance du côté de la droite et ce projet a été refusé. Je dois quand même dire qu'il y a eu quelques abstentions et ces abstentions étaient notamment du côté des Verts, ce qui a provoqué l'ire du Parti socialiste, puisque si ces Verts avaient voté pour ce projet serait passé. Il y a donc une bonne ambiance du côté de la plateforme de gauche. Et ça, on a plaisir en tout cas à suivre du côté de Nyon Région Télévisions. Acceptation, 22 millions pour la rénovation du centre sportif du Rocher. Alors là, il n'y a pas eu de débat, hein. Le vote était à l'unanimité. Effectivement, le Rocher, c'est un lieu emblématique. Tout le monde y allait, tout le monde y passe et les conseillers l'ont bien senti. Et ça, les clubs sportifs, on en a besoin, donc ils vont se réjouir de cette nouvelle. On va prendre également des nouvelles. Et on en a eu du côté du crématoire animalier. Le canton a rejeté le recours. Qu'est-ce qu'il reste à faire du coup pour les opposants ? Parce qu'on sait qu'il y en avait, c'était un sujet très émotionnel en ville. Oui, tout à fait. Donc l'octroi du permis de construire a été accepté. Désormais, pour ces opposants, il ne reste plus que la voie du tribunal fédéral. Et puis on va terminer avec un petit vice de forme. On était surpris lors de ce conseil avec une démission. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? C'était pas très clair. Eh bien voilà, une conseillère qui participait aux commissions, notamment sur ces lignes directrices 2030, a transmis un rapport
à des municipaux. Or, ces rapports n'avaient pas été officiellement déposés. Cela s'est su et cela est interdit. Mais est-ce que c'est une pratique qui se fait normalement? Alors évidemment, officiellement, tout le monde va vous dire que ce n'est pas vrai, que ça ne se fait pas, mais effectivement, ça se fait. Pour preuve, une des réactions du banc de la droite, puisque effectivement, hein, cette conseillère qui était aussi la deuxième vice-présidente du bureau a démissionné de ce poste pour éteindre l'incendie. Elle a fait son mea culpa public lors de cette séance. Et à la question de savoir si c'est une pratique courante, eh ben, il y a eu cette réaction qui disait « Oui, ça arrive, mais nous, la droite, on ne s'est jamais fait prendre ». Voilà. Donc je vous laisse interpréter cela comme vous le voulez. En tout cas, tout ça, c'est à voir et à revoir sur nos réseaux sociaux, notamment à l'issue du Conseil communal de Nyon. Et puis Florian, on vous retrouve prochaine date, je crois que c'est du côté de Gland, la semaine prochaine. Effectivement, avec le Conseil communal, la politique communale, c'est passionnant. Il faut s'y intéresser, il faut s'engager et c'est ce que nous faisons à NRTV. Florian, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. À vous aussi. Allez, on retrouve tout de suite Alexandre. Plongeons dans le lac en ta compagnie. Plouf. Pas encore, et pas tout habillé, quand même. Bonjour Claude Cambrésis. Bonjour. Alors c'est vrai, on est dans cet endroit magnifique, cette plage des Trois Jetées, qui va être en fait à l'occasion des 10 ans de la Fondation des Jumeaux que vous représentez. Vous êtes le président justement de cette fondation. Alors ce lieu emblématique de la Fondation des Jumeaux, moi j'aimerais comprendre déjà, qu'est-ce que c'est la Fondation des Jumeaux? Rappelez-nous. Alors, la Fondation des Jumeaux a été créée en fin 2012 pour perpétuer la mémoire des deux jumeaux, d'où son nom. Alors qui donc, étaient ces deux jumeaux déjà? Luc et Frédéric, c'était deux pêcheurs qui officiaient au village des pêcheurs. Ils avaient un cabanon Oui. et tous les jours ils allaient pêcher sur le lac, ramener du poisson. Et toute leur vie, enfin toute leur vie d'adultes, ils ont rêvé à vendre leurs produits dans un restaurant, d'avoir D'accord. un endroit où on pourrait acheter, enfin manger des produits de la Les produits locaux et puis leurs locaux poissons. dans leurs poissons. Ouais, et puis alors avant, il n'y avait pas ce restaurant-là, ce restaurant Alors, de la plage qu'on il y connaît. avait une buvette de plage, comme Oui. on pourrait dire. C'était assez succinct. Et donc, grâce aux dons de la fondatrice, eh Donc bien, Corinne de Sarzan, qui est leur Corinne de- sœur, hein, ouais. qui a fondé la fondation. Voilà, qui a eu ce projet de tout rénover pour que la plage de Nyon devienne conviviale, que Ouais. les gens de Nyon puissent venir, qu'ils aient un endroit magnifique où on puisse manger, puis bien sûr, Et profiter, de la plage. Et oui, de la plage, effectivement. Alors ça, c'était il y a 10 ans, on remonte un petit peu dans le temps à la création de cette fondation. C'était 1,2 million de francs qui ont été injectés par la fondation, donnés en fait à la ville de Nyon À hein, la ville de pour Nyon. faire cette Voilà. restauration. Parce que les bâtiments appartiennent à la ville de Nyon. Voilà. Mais alors, c'est la fondation qui gère les lieux, le restaurant de la plage. Oui. D'accord. Pour 20 ans. Ah, pour 20 ans. D'accord. Voilà. Ah, Donc, justement. on est au mi-terme. Oui, voilà. Alors, rappelez-nous juste qu'est-ce qui a été fait en fait il y a 10 ans. Alors, il y a 10 ans, ceux qui connaissaient la plage il y a 10 ans, Oui. c'était un peu à l'abandon. Oui, ça vivait juste un petit peu l'été, les 2 mois d'été. Et puis, il y avait aussi des gens qui avaient leur cabine encore. Alors, depuis que la fondation a tout repris, les cabines sont devenues pour tout. Il n'y a Pour plus tout de le monde, cabines privées. Oui. Et puis, donc, on a refait tous les accès avec des belles couleurs, Ouais. le sol. Alors, ça fait partie des choses qui, au bout de 10 ans, ça a un peu baissé de couleur. Mais voilà. Et ben justement, ça me permet de vous poser cette question. Quel est l'avenir en fait de cette fondation? Parce que finalement, on peut se dire bon voilà, l'argent a été donné, la rénovation a été faite, le restaurant a été fait. Maintenant, tout va bien. Mais alors du coup, est-ce qu'elle sert encore à quelque chose cette fondation? Ah oui, on réinvestit chaque année dans du matériel, bien sûr, pour améliorer le restaurant aussi. Et puis, on réinvestit dans l'entretien des bâtiments parce qu'on est au bord de l'eau. À chaque tempête, il ne faut pas oublier que quand il y a des tempêtes ici, l'eau, elle vient quasiment jusqu'au pied du restaurant. Ouais, donc ça passe sur la terrasse. Donc, ça fait des dégâts. La peinture, on voit la peinture cloque, des choses comme ça. Donc, il y a tout le temps
de quoi dépenser. Et qui sont les donateurs dans cette fondation, à part la fondatrice? Alors, on encaisse des loyers du restaurant. D'accord. Le restaurant, la société qui gère le restaurant nous paye des loyers chaque année. Et ce qui nous permet, depuis deux ans, d'organiser des concerts à la plage. Ah oui, donc il y a aussi vocation d'organiser des événements pour faire vivre ce lieu. C'est même un des points principaux voilà. de la fondation. On a malheureusement, pendant 8 ans, on n'a pas pu vraiment investir parce que l'organisation d'un événement sur la plage coûte relativement cher. Bien sûr. Mais justement, depuis 2 ans, on commence à avoir assez d'argent pour pouvoir en faire. Et notamment, il y a cette fête le 7 septembre, fête des 10 ans. Le 7 septembre, c'est vraiment la fête et on a un Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on aura un DG, M. Herman Jacques, qui doit être connu dans la région de Nyon. Et puis, on va avoir la raclette et les boissons. Et on offre ça à la population de Nyon. C'est gratuit? C'est gratuit. D'accord, et c'est à quelle heure? Alors, c'est à partir de 17h. D'accord. Jeudi 7. Oui. Et on est là pour réceptionner les habitants de Nyon. Et célébrer. Bien sûr, on ne prend pas les 20 000, je sais pas quand même. Et je suis sûr qu'il y aura du monde. Il faut s'inscrire. Voilà, il faut s'inscrire effectivement donc, pour profiter de cette raclette et donc de la musique du DJ qui sera là pour célébrer cette mémoire des jumeaux, des 2 pêcheurs. Et puis du coup, ce restaurant de la plage qui est aujourd'hui un lieu iconique, bien sûr, de la ville de Nyon. Claude Cambrésis, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Et puis belle journée. Merci à vous. Voilà Andrea, du beau temps, de la raclette, de la musique, tu sais quoi faire jeudi? Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Alexandre, très belle journée à toi. Place à notre invité suivant, Julien Echenard. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Vous êtes délégué au sport associatif et populaire pour le Canton de Vaud. Avec vous, on va parler de ces formations gratuites proposées désormais au comité des clubs sportifs vaudois. Je dis désormais, mais c'est une 2e édition puisque l'année dernière, ces formations ont rencontré un franc succès. 400 participants qui sont aujourd'hui qui étaient là pour ces formations, justement données les samedis de septembre à mars prochain. On va parler du programme d'ici quelques instants, Julien, mais j'aimerais savoir, aujourd'hui, lorsqu'on est un club sportif, on a certaines problématiques, il faut tout gérer. C'est quoi le plus grand besoin de ces clubs sportifs? Les besoins sont multiples, je crois. Le principal problème qu'on a actuellement identifié, c'est l'engagement bénévole et la pression que subissent tous ces bénévoles qui s'engagent pour leur club et puis pour tous leurs membres. Et on essaye par ces formations de leur venir en aide en leur proposant des outils et des aides concrètes qui peuvent les aider à mieux s'organiser au sein de leur club. Mais on a des problématiques en termes de financement, d'intégrité dans les clubs, en termes de durabilité. Après, il y a aussi beaucoup de gestion administrative pure, comment on fait un budget, comment on respecte des comptes, etc. Les gestions des assemblées générales. Enfin, c'est vraiment très varié. C'est ce qui fait l'intérêt de ces formations, c'est qu'on parle de beaucoup de sujets, mais on a à cœur de traiter de sujets qui concernent vraiment le quotidien des clubs. Autrement dit, ces structures sportives sont des structures quasiment professionnelles, mais portées par des bénévoles, d'où la nécessité d'avoir ce genre de formation. Qui c'est qui donne ces formations? Alors, ces formations sont données par des expertes et expertes de leur domaine d'activité. Et c'est vraiment ce qui nous tient également à cœur, c'est de trouver vraiment des personnes qui sont extrêmement connaisseuses de leur domaine, et puis qui connaissent le milieu du sport. Donc souvent, ce sont des gens, des experts en finance, qui sont déjà impliqués dans le sport associatif ou des choses comme cela. Donc on essaye vraiment de trouver les bonnes personnes qui passionnent un petit peu nos participantes et participants à ces formations. Oui, vous avez cité quelques-unes des problématiques tout à l'heure, mais on peut citer également par exemple la recherche de sponsors, dont la difficulté varie selon le genre de sport. On sait que par exemple le foot, c'est forcément toujours plus attractif que le basket. Ça dépend de la région, c'est peut-être plus facile du côté de Nyon de trouver des sponsors en basket qu'en foot. Enfin, c'est vraiment chaque club, chaque région aussi a ses spécificités, chaque sport aussi. La recherche de sponsors est compliquée. C'est aussi pour ça que les clubs doivent trouver d'autres moyens de se financer. On a beaucoup parlé aussi de la question du genre. Je sais que vous étiez présent lors de la conférence de presse du 2e tour de Romandie féminin qui sera organisé à Nyon. Justement, lorsque on veut vendre des sports qui soient féminins, là c'est plus compliqué aussi. Est-ce qu'il y a par exemple des conseils à donner ? Des conseils à donner, non, c'est vraiment une globalité. La problématique du genre dans le sport est complexe. On la traite également à l'État de Vaud. On a d'ailleurs réalisé une formation sur le fait de comment favoriser l'inclusion des filles et des femmes dans les clubs. Donc,
Des conseils comme ça, non, je ne pourrais pas en donner, mais c'est vraiment une problématique qu'il faut qu'on saisisse, autant les pouvoirs publics que les milieux associatifs, pour faire en sorte d'avoir une meilleure représentativité des genres. Ouais, j'imagine que l'objectif, c'est aussi de rassembler plusieurs personnes, du réseautage. Oui, alors c'est ça, c'est que nous, on fournit des cours qui aident dans la pratique, mais c'est également une occasion de valoriser l'engagement de ces personnes et également une occasion pour ces personnes de se rassembler. Parce que le dirigeant d'un club de curling ne rencontre pas forcément le dirigeant d'un club de handball et ils se rendent compte qu'ils ont plein de problématiques en commun et que c'est très intéressant de discuter, de voir qu'on n'est pas seul dans certaines difficultés, qu'on a eu aussi une bonne idée qui a été reprise par quelqu'un d'autre. Donc ça permet vraiment de réseauter en effet, c'est pour ça que voilà, nos formations sont souvent suivies d'un petit apéro, d'un café. Ça permet de faire toute cette activité de réseautage. Ouais, est-ce que vous avez par exemple des exemples concrets de partenariats qui ont fonctionné justement et qui ont émergé à la suite de ces rencontres qui sont proposées par le canton? Non, pas directement, mais on a par exemple un club de la région, Genolier-Begnien en unihockey, qui a présenté sa façon de faire par rapport à l'intégrité et puis à la prévention des situations de maltraitance dans le club. Donc on essaye aussi d'inviter des clubs ou des dirigeants de clubs à présenter leurs bonnes pratiques. Puis après, si ils présentent des bonnes pratiques, on espère que ça soit repris, mais j'en doute pas. Ouais, des exemples. C'est qui les bons modèles dans la région? Est-ce qu'il y en a? Non, je ne pourrais pas parler comme ça. Je viens de vous en citer un, le club de unihockey de Genolier, qui a fait, nous semble-t-il, des très bonnes choses et puis qui parlait de ses expériences et de comment on met en place un peu une politique de prévention dans le club. Ça nous semble être quelque chose de très bien, mais tous les clubs travaillent bien. Je rappelle que c'est des bénévoles qui s'engagent corps et âme pour le bien de leurs membres. Donc non, l'exemple de l'engagement suffisant, tous les clubs font quelque chose de bien. Ouais, aujourd'hui, vous êtes une cheville ouvrière du canton. Est-ce que vous n'êtes pas finalement cette manivelle qui peut permettre d'avoir plus d'argent pour les clubs sportifs? Parce qu'on le ressent aujourd'hui, concrètement, c'est toujours le même problème, c'est un manque d'argent. Oui, alors nous, on essaye d'être actifs via le transfert d'expertise et de connaissances. Pour les questions de financement, vous savez que les budgets de l'État, c'est des questions politiques qui se gèrent au niveau politique. Mais on essaye vraiment de trouver les meilleures façons de favoriser l'engagement bénévole. Prochain rendez-vous et surtout le premier samedi 30 septembre au stade de la Tuyère. De quoi est-ce qu'il sera question? Alors on aura un cours qui me réjouit, c'est l'alimentation saine dans les buvettes et dans les manifestations lors des événements. On remarque, on a la traditionnelle saucisse grillée, des frites, et puis des fois c'est peut-être pas en total accord avec ce qu'on imagine par rapport à une alimentation sportive. Alors moi, j'ai beaucoup de plaisir à manger une saucisse grillée quand je vais voir un match de foot. On l'a tous, hein. Est-ce que la salade, vraiment, ça va faire vendre lors de ce genre de manifestation? Non, je pense que c'est pas une question de on interdit. On veut offrir des possibilités aux personnes qui gèrent les buvettes d'imaginer d'autres menus qui sont peut-être pas forcément plus compliqués à faire, qui vont peut-être rapporter encore plus d'argent au club et puis qui vont peut-être satisfaire les gens qui, des fois, peut-être se lassent un peu de l'éternel chou-blig. Et évidemment, tout le programme est à voir sur le site internet qu'on vous mettra ici en bas de page. Julien Echner, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. Merci. Et on termine avec notre plateau culture et notre invitée suivante, Marion Géranec. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau avec vous. On va parler de l'histoire et de ce tableau Nyon mythique, une œuvre qui vous a été commandée par Laurent Miéville. C'est le Nyonnais député Vert libéral qui a été élu président du Grand Conseil. Et oui, ça fait partie de l'histoire parce que si on remonte le cours, le dernier Nyonnais élu à la présidence date de 1936 et qu'il s'agissait d'Ernest Bonson. Aujourd'hui, ce 5 septembre, une grande fête populaire est organisée à Nyon et vous faites partie de l'histoire avec ce tableau qui raconte un peu tout ça finalement. On va le voir. Nyon mythique, plein de symbolisme justement à l'image. Qu'est-ce que vous vouliez raconter au travers de ce tableau ? Alors, il y avait surtout les desiderata de Laurent qui avait envie d'intégrer justement dans son tableau autant le côté merveilleux, mythologique de créatures fantastiques et également son amour du lieu qu'est Nyon, ainsi que le déroulement de la fête, à savoir le groupe des milices vaudoises, merci, exactement, du cortège,
de même que le public qui aura assisté. Et eh bien, Laurent et sa femme se trouvent également sur le tableau. Et ça, c'est très joli, on les voit à la fenêtre justement de la salle des mariages de Nyon. Et pourquoi ? Parce qu'il nous disait que sa venue à Nyon, c'est en partie grâce à sa femme, puisque c'est une histoire d'amour et vous avez représenté tout ça. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est-à-dire que c'est un réel portrait de Laurent Miéville. Vous avez fait toute une recherche historique sur lui. Alors, c'est en l'interrogeant, en discutant, en passant, je dirais, un agréable moment avec lui autour d'un thé, d'un café et de petits biscuits ou de quelque chose de plus alcoolisé qu'il m'a, au fil du temps, décrit. Ensuite, qu'il a mijoté, puis m'a redit ce qu'il lui plairait de voir apparaître sur ses tableaux. Ouais, est-ce qu'un homme politique, justement, il se confie comme ça facilement ? On a toujours cette image, au fait, du costume politique où on ne partage pas forcément ses émotions. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti ou il s'est livré assez facilement ? J'admire beaucoup Laurent parce que c'est quelqu'un qui, à mon sens, est très simple, est très présent, sans prétention, sans masque, sans préambule. Il dit les choses comme elles viennent, avec douceur, avec délicatesse, mais c'est quelqu'un qui croit réellement en ce qu'il fait. Et je dirais que dans l'ensemble, peut-être suis-je aussi un peu de cette trempe naïve, je trouve que en général la politique suisse a cet aspect-là que d'autres pays n'ont malheureusement plus. J'avoue que j'adore le système politique suisse, j'adore notre manière de fonctionner et ce système politique peut donner la chance à des personnalités comme celle de Laurent Miéville de pouvoir justement avoir accès à un pouvoir important. Quand on dit pouvoir important en Suisse, on sait bien que le peuple a le dernier mot néanmoins avec les votations, mais ça permet justement ce mélange, ce multipartitisme qui est extraordinaire. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs. Ouais. C'est quelque chose qui vous fascine, hein. On le voit notamment au cours de vos œuvres où les institutions politiques aussi font souvent appel à vous avec d'autres tableaux notamment qu'on peut voir de paysages et de commandes. Je sais que vous êtes assez transparente notamment sur vos prix, vos tarifs. Ça coûte combien un tableau comme ça ? Alors, je pratique mes tarifs en fonction des tailles. Et les tailles ici, c'est une taille de 95 par 33 cm. Et j'estime, par rapport au temps que j'y passe, que ça vaudra autour des 2006 à 3002. Ça va dépendre. Là, j'ai plus en tête exactement les prix. Mais c'est quelque chose comme ça. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a toujours pour habitude de dire qu'un artiste est libre. Lorsqu'il est finalement au service d'une commande, est-ce qu'il a toujours cette liberté ? C'est précisément lorsqu'on a des contraintes que l'on doit les dépasser, que l'on devient beaucoup plus libre et qu'on va plus loin en fait dans sa création, à mon sens. D'avoir cette image de l'artiste qui doit être totalement libre de créer ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, finalement lui a enlevé toute barrière que durant tous les siècles qui nous précèdent, les artistes ont eu et qui leur ont permis précisément de se construire par ces obligations des chemins pour sublimer leur propre art. Vous me faites penser à une sorte de Frida Kahlo version suisse et peut-être vos fleurs sur la tête. Et lorsqu'on parle de liberté, est-ce que c'est finalement une image qui pourrait vous correspondre ? La liberté. Artiste peintre mexicaine. J'ai l'impression des fois d'être un Don Quichotte qui prêche dans le désert pour d'autres raisons. Mais j'espère, ou en tout cas au niveau de la liberté, le fait d'être une femme dans ce métier-là aussi, et de pouvoir ne plus devoir mettre en avant l'aspect féminin, l'aspect qui est associé au trait féminin dans la peinture, hein, parce qu'il y a aussi quand même là un côté très genré dans ces institutions artistiques. C'est aussi un de mes petits combats ordinaires, donc Frida Kahlo, pourquoi pas, oui, volontiers. Et est-ce que Marion, vous avez eu l'association peut-être d'ouvrir la porte du politique à d'autres personnes, parce que justement ça passe par l'art ? Alors, pour moi ou pour d'autres personnes, je ne suis pas sûre d'avoir saisi autre... Pour d'autres personnes, justement, est-ce que d'autres personnes ont pu s'intéresser à la politique en découvrant vos œuvres, à votre avis ?
Je dirais que peut-être que je fais du prosélytisme auprès d'autres gens d'autres pays en leur expliquant la politique suisse, parce que je suis un peu, j'avoue, croire en la politique suisse, aussi peut-être étrange que cela puisse paraître. On est toujours à critiquer, on parlait de liberté juste avant, généralement, quelqu'un qui prône une liberté de penser, une liberté d'être, on s'imagine qu'elle va être forcément contre les institutions et spécifiquement contre la politique. Moi, je trouve que la Suisse est le meilleur exemple de la démocratie au monde, et donc j'en fais la promotion en quelque sorte, en parlant de ce qu'elle était, en parlant de son histoire. Là, on voit divers châteaux. Ce qui est amusant, c'est que la noblesse n'existe pas vraiment en Suisse, et paradoxalement, il y a néanmoins une hiérarchie, mais paradoxalement, il y a des classes, mais on peut côtoyer facilement presque n'importe qui. On peut s'adresser à la gente politique beaucoup plus aisément que dans n'importe quel autre pays. Et ça, je trouve fabuleux. Oui. Vous avez parlé de ces tableaux, notamment certains qui ont été faits du côté d'Aubonne. Est-ce qu'il y aura des tableaux qui seront prochainement faits ici, peut-être à Nyon ou ailleurs dans le district? Alors j'espère organiser une exposition pour l'année prochaine, mais c'est à confirmer, sur le district de Nyon et la côte en général, parce que je trouve que c'est une très belle région. Autant j'apprécie également le Lavaux, mais je trouve qu'ici c'est un peu plus vivant à mon sens. Pourquoi? C'est plus varié. Le Lavaux a été un peu figé pas seulement suite à son classement, mais aussi peut-être par rapport à sa réputation et au prix, alors qu'ici reste encore une vie où diverses strates de la population peuvent se permettre de séjourner et d'être et de se présenter, ce qui est moins le cas lorsqu'on va en direction peut-être du Lavaux et de Montreux. On redécouvre en tout cas notre région à travers vos peintures et à travers votre œil acerbe. Marion Giranec, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. Merci Andrea. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. À la maison, on se retrouve à partir de demain. Bonne suite de programme.